Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Holocauste au Congo, l'Olmeta de la communauté internationale. On avait longuement parlé d'une situation qui était en gestation, qui semble depuis, de toute évidence, avoir évolué. Peut-être pas de la meilleure manière. Cet Olmerta qui semble aujourd'hui permettre au Rwanda de continuer à soutenir calmement le M23, c'est aussi votre avis ? Oui, c'est triste, c'est très triste pour le Congo et c'est aussi pour cette raison que je pense que je voulais partager aussi mon optimisme avec les Congolais et de leur dire que il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est très difficile, je sais que c'est très très difficile pour le peuple congolais à l'Est. C'est aussi très difficile pour les familles congolaises qui vivent cette humiliation et je dirais un peu ce mépris général et généralisé sur ce que vit le drame congolais et je pense qu'il faut qu'il ne désespère pas. Ce qui se passe aujourd'hui participe bien, selon vous, du plan que vous évoquez dans votre livre ? Absolument. Vous aurez remarqué qu'on ne pose pas de questions au Rwanda, on ne pose jamais de questions à l'agresseur de la République démocratique ou aux agresseurs de la République démocratique du Congo parce qu'ils sont nombreux et c'est toujours aux Congolais qu'on demande des concessions, des négociations, des discussions, etc. Et plus les Congolais font des discussions et des négociations, moins on les respecte, moins on les considère. Donc il est grand temps aujourd'hui que les Congolais se fassent respecter. Je l'ai toujours demandé. Je persiste à dire que les Congolais, c'est un grand peuple, ce pays est un grand pays. C'est le pays de Lumumba. Quand vous dites Congo, les gens vous demandent de quel Congo êtes-vous ? Congo de Lumumba. Donc, ça signifie que pour les Africains, ce pays est très important. Donc, je ne crois pas que les Congolais doivent continuer à se laisser marcher sur les pieds. Oui, mais vous qui étudiez ce dossier, je rappelle qu'on en parle avec vous depuis plus de 25 ans. Oui. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo est en mesure de faire face ? On demande à la République démocratique du Congo de négocier, peut-être parce qu'elle ne peut pas faire la guerre aussi. Non, vous savez, en général, il y a des situations extrêmement banales dans la vie quotidienne. Quand vous sortez de chez vous, vous laissez votre famille, vos enfants et votre femme à la maison, et quand vous rentrez, vous trouvez quelqu'un qui est assis sur votre fauteuil, qui a les pieds sur la table, et votre femme qui est assise par terre, et vos enfants qui sont couchés par terre. Qu'est-ce que vous faites ? Vous lui demandez, c'est à peine quand vous rentrez dans votre maison, vous voyez ça, la première réaction que vous avez, c'est de le mettre dehors, tout de suite. Et après, c'est lui qui doit vous expliquer ce qu'il est venu faire chez vous, mais dehors. Il ne va pas, vous n'allez pas lui demander des explications en étant dans votre salon, les pieds sur la table. Donc, je pense aujourd'hui que ça fait longtemps que le Rwanda vient mettre les pieds sur la table du Congo et des Congolais. Il va falloir qu'on mette ces gens dehors pour que, effectivement, les Congolais retrouvent la paix et la joie de vivre chez eux. D'autant plus que, d'ailleurs, les Congolais ont toujours reçu les Rwandais depuis de nombreuses années. Ils les ont reçus en 1959, quand ils ont eu des problèmes chez eux. Ils les ont reçus en 1994, quand ils ont encore eu des problèmes chez eux. Et il est inacceptable que ces gens viennent aujourd'hui marcher sur les Congolais en les humiliant, en les piétinant, surtout en les massacrant et en violant des millions de femmes. Aujourd'hui, le Rwanda dit que le problème de l'Est, c'est un problème entre Congolais. Le président Tshisekedi dit « je ne discute pas avec le M23 », mais le président Tshisekedi dit quand même qu'il est prêt à discuter avec Paul Kagame. D'ailleurs, le président angolais annonce une visite ou une rencontre en Angola, ou en tout cas sous les auspices de l'Angola, que le président Tshisekedi semble vouloir accepter, car préférant parler avec celui qui finance le M23 et non pas avec le M23 directement. Est-ce que vous en attendez beaucoup de cette rencontre ? Est-ce qu'on peut en attendre beaucoup ? Écoutez, je constate d'abord que le président Tshisekedi, me semble-t-il, a posé quelques conditions. Et je crois également que j'ai écouté beaucoup de Congolais. Je crois qu'il y a beaucoup de Congolais qui ne sont pas prêts à entendre parler d'une rencontre entre le chef de l'État congolais et celui qui soutient des activités terroristes et des bandes terroristes au Congo. Donc, je pense effectivement qu'on est dans une situation où aujourd'hui, le Rwanda, parce qu'il a entendu le président Tshisekedi protester devant les Nations Unies, protester au niveau national et protester au sein de l'Union africaine sur l'attitude belliqueuse et, je dirais, très agressive du Rwanda dans son pays, qu'il a dit qu'il ne voulait pas négocier avec le M23. Et je crois que cette position est une position tout à fait logique et objective, et il n'est pas question D'ailleurs, je vais dire quelque chose aux Congolais. Vous savez, j'ai
travaillé sur le Rwanda. Je les ai beaucoup observés dans la façon de se comporter chez eux. Dans les années 1990-1993, quand ils ont agressé le président Habyarimana, à chaque fois que le président Habyarimana ou les Rwandais voulaient que les négociations se passent ou voulaient riposter, eh bien, ils demandaient les négociations. Et pendant qu'ils demandaient les négociations, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avançaient leurs pions. Pendant qu'ils demandent, ou on demande au président Tshisekedi de négocier ou de discuter, qu'est-ce qu'ils font à l'Est? Ils avancent leurs pions, ils avancent leur armée. Et je ne crois pas que les Congolais sont en position de faiblesse. Je crois tout simplement que les Congolais doivent se mobiliser pour défendre leur pays. C'est la survie du pays qui est en question aujourd'hui. Ce n'est pas l'histoire d'une rencontre entre deux chefs d'État. C'est la question de survie du peuple congolais à l'Est, parce que je rappelle, pour ceux qui ont tendance à oublier, que le Congo compte aujourd'hui plus de 10 millions de morts, et ça fait longtemps qu'on répète plus de 10 millions de morts, et les gens semblent ne pas entendre. Alors, Charles Nana, bienvenue au RDC, je l'ai dit tout à l'heure. Nous vous avions l'année dernière envoyé une invitation. Cela a mis du temps avant que vous veniez. Mais vous êtes venu pour une bonne cause. Vous serez en conférence demain, samedi, devant la crème de l'élite congolaise. À l'université de Kinshasa. De l'UNIKIN, oui. De quoi allez-vous leur parler à ces professeurs, à ces étudiants? D'abord, je suis très fier d'être invité par le recteur à l'université de Kinshasa. Ça fait plus de 25 ans, un petit quart de siècle de ma vie que j'ai consacré à travailler, à faire des recherches sur le Congo. Vous vous imaginez que pour moi, c'est non seulement beaucoup d'émotions, mais c'est aussi un grand honneur de venir partager le résultat de mes recherches avec les Congolais, avec les étudiants, avec les chercheurs, les enseignants. Donc, c'est un moment très important qui va nous amener non seulement à partager ensemble ce que nous faisons, parce qu'il y a beaucoup de chercheurs congolais que je connais, d'autres que je ne connais pas, mais qui travaillent les uns et les autres depuis longtemps dans l'anonymat. Moi, j'ai essayé de faire, à travers ce livre aussi, faire connaître le travail que les Congolais ont fait depuis de très nombreuses années sur leur pays. Donc, pour nous, on va avoir un très grand moment de réflexion intellectuelle pour savoir comment il faut sauver le pays, parce que le pays est véritablement en danger. Vous allez parler de quoi? De ce que vous dites déjà, il y a un complot, les Rwandais essaient de coloniser, de mettre en place une colonie de peuplement pour reprendre une partie de l'Est de la République démocratique du Congo, ils veulent s'organiser pour piller les richesses, qu'est-ce qu'il faut faire contre? Cette conférence, on va aller plus en profondeur. On va aller plus en profondeur sur cette affaire-là, parce que vous savez que le fait de dire que il y a un complot, etc., c'est une chose, mais il faut que les gens comprennent sur quoi repose effectivement ce complot. Et puis surtout, j'entends beaucoup les Congolais disent oui, c'est notre faute, mais Kagame, lui, il dit que c'est la faute des Congolais. Il ne dit jamais que lui, il a quelque chose à voir dans ce pays, ni que les Nations Unies ont établi des dizaines de rapports montrant effectivement que les troupes rwandaises pillent les richesses du Congo, ou qu'on massacre les soldats, ou des soldats rwandais rentrent sur le territoire congolais, violent ce que je dirais, on dit le droit international public. Et généralement, vous vous souvenez que lorsque l'Irak avait violé le droit international en violant le territoire du Koweït, la première chose qui a été, c'était l'opération Tempête du désert, c'est-à-dire que une pluie de bombes s'est abattue sur l'Irak, et quand il s'agit du Congo, où on viole systématiquement, allègrement, et je dirais continuellement le territoire congolais, eh bien, il n'y a pas de tempête du désert sur la tête du Rwanda. Donc, je pense effectivement qu'on va aller en profondeur dans cette situation pour que les Congolais comprennent qu'il est temps de se mobiliser pour défendre ce pays. Pour les Africains, le Congo est un pays très important, et je crois qu'il va falloir que les Congolais comprennent que, eh bien, tous les Africains les attendent. Alors, une conférence, oui. Demain, oui. Bien sûr. Une présence au Congo, oui. 25 ans d'expérience, oui. Mais une conférence uniquement face à la crème de la nation, pas de conférence plus basique pour expliquer aux Congolais, à monsieur tout le monde comme nous, et le Congolais lambda, ce qui se passe, qu'il doit faire. Bon, d'abord, vous avez permis, à travers, en m'invitant ici, que le Congolais classique, moi je ne fais pas de différence entre les Congolais qui seraient plus intelligents, moins intelligents. Oui, mais demain ce sera très élitiste. Vous allez évoquer des cas de figure. C'est le cadre, tout simplement. C'est le cadre, c'est l'université, parce que c'est l'université qui m'a invité. De ce cadre plus abordable,
je sais que vous parlez pas lingala, vous êtes d'origine camerounaise. Beaucoup se posent d'ailleurs la question de savoir pourquoi un Camerounais est autant investi dans la cause congolaise. Mais celui qui doit comprendre pour qu'il y ait une réelle adhésion face à ce qui arrive au Congo. On fera des conférences avec traduction en lingala et en traduction en swahili, en toutes les langues congolaises, si possible. Parce que, vous savez, la situation que vit le Congo et surtout le peuple congolais à l'Est aujourd'hui, ce n'est plus une question d'élite, ce n'est plus simplement une question d'élite, c'est une question nationale. Et c'est une question nationale et ça devient une question africaine. Pourquoi? Parce que, je le dis et je le répète, le Congo est un pays qui est très apprécié dans les 4 coins du continent et il est temps que les Congolais comprennent que non seulement ils doivent avoir confiance en eux par rapport à l'agression dont ils sont victimes, je dis bien victimes, et il faut qu'ils sachent qu'ils peuvent avoir des soutiens dans les 4 coins du continent, malgré l'omerta de la communauté internationale. L'omerta de la communauté internationale. Tout à l'heure, quand on préparait l'émission, je disais l'omerta de la communauté congolaise. C'était votre sentiment le 31 mai 2023, quand on faisait cette première émission, la dernière édition spéciale. Oui. Est-ce que vous avez toujours ce même sentiment, vous et votre auditeur, sur ce livre, Holocauste au Congo, qui est lu partout, particulièrement en France? France pourtant montrée du doigt, hein, vous habitez en France. Ah oui, bien sûr. Mais pas au Congo. C'est toujours ce sentiment aujourd'hui. Non, les choses ont évolué. D'ailleurs, moi, je tiens à remercier, à saluer non seulement le recteur, mais la plupart des instituts universitaires qui m'ont invité, parce que je vais faire au moins 5 conférences sur le territoire congolais. Donc, je trouve d'ailleurs que la plupart des étudiants et des chercheurs ont commencé à prendre en compte le fait que le pays est menacé et qu'il va falloir se mobiliser. En général, on dit que ce sont les élites qui se mobilisent, mais je crois que ça fait longtemps que le peuple congolais tire la sonnette d'alarme, mais peut-être les gens n'ont pas voulu l'entendre. Aujourd'hui, je crois que en faisant cette jonction entre le bon sens de l'opinion publique et, je dirais, le savoir des enseignants et des intellectuels, eh bien, le Congo va faire sa jonction pour se battre et libérer le pays de l'oppression et des agresseurs. Votre livre est en vente libre aujourd'hui, ici au Congo? J'espère qu'il sera de plus en plus en vente libre et qu'il sera surtout accessible à tous les Congolais qui sont en capacité de lire et de comprendre. Holocauste au Congo, un titre qui évoquait l'Olmerta, on a vu à la Cannes. Des gestes de mécontentement à ce sujet. Hein? Ah, c'était magnifique. C'était un beau moment. Vous avez remarqué que ça a été repris dans le monde entier et que le Congo a découvert subitement, eh bien, qu'il pouvait avoir bénéficié de la solidarité internationale par rapport à ce qui se passe. Parce que quand vous avez plus de 10 millions de morts, plus de 500 000 femmes violées, eh bien, vous ne pouvez qu'avoir de la compassion. Et cette compassion, aujourd'hui, est malheureusement étouffée. Et je crois que ce que les joueurs congolais ont fait à la Cannes a permis de contribuer à briser l'omerta internationale. Est-ce que vous pensez que la fin de cette omerta, la multiplication de ce genre de gestes, va briser le Visit Rwanda qu'on voit encore dans beaucoup de maillots d'équipes de football et pour laisser la place à Rwanda is Killing? Moi, ça ne m'intéresse pas. Visit Rwanda, c'est de la propagande. Ma question, c'est est-ce que le fait de montrer autant, est-ce que le Rwanda serait plus sensible à cette contre-publicité qui lui est faite par rapport aux agissements de ses dirigeants, alors que le Rwanda veut se montrer aujourd'hui sur une belle image? Est-ce que cette contre-publicité va peut-être le pousser à reculer, le faire reculer? Le Congo ne fait pas de contre-publicité. Le Congo affiche son visage de victime au monde entier. Et il va falloir que les gens aient le courage d'accepter, de reconnaître que le Congo est victime, que les Congolais sont victimes et que le nombre de Congolais victimes depuis près de 30 ans est aujourd'hui inégalé dans le continent africain. Merci beaucoup, Monsieur Charles Olala. Je rappelle que vous êtes auteur du livre Olmerta au Congo. Je rappelle aussi que vous serez en conférence demain, conférence débat Holocauste au Congo, les raisons du silence de la communauté internationale. C'est de 8h à midi, samedi 16 mars, à la salle Monekoso de l'Université de Kinshasa. Bon séjour au Congo. J'espère qu'on vous aura dans une émission plus élaborée. Et si jamais, puisque vous avez décidé l'élite, nous, Top Congo, notre base, c'est plutôt la base du peuple. Peut-être qu'un jour, pendant ce séjour, une grande émission en public où les auditeurs pourront répondre aux questions. Vous êtes prêts? Je suis prêt, Monsieur Loussa Kweno, comme toujours, à répondre présent pour parler avec le peuple congolais. Qui m'aime beaucoup d'ailleurs. Monsieur Charles Olala, je vous remercie. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo.